Ce 11 novembre 2018 marque le centenaire de l'armistice partout en France. On a commémoré la fin de la Première Guerre mondiale. De Paris au plus petit village, des cérémonies ont rendu hommage aux soldats. Retour sur celle qui avait lieu ce matin à Orléans avec Flavien Texier et Charlie Krief. À Orléans, la cérémonie officielle n'a pas encore commencé. Le public, lui, est déjà là depuis un bon moment. Et pour beaucoup, il fallait être présent. C'est important d'être là pour vous aujourd'hui ? Oui, c'est même un devoir, je pense, pour tous nos morts qui sont tombés à ce moment-là. C'est bien de leur rendre hommage. C'est important de se rappeler de tous ceux qui ont donné leur vie, ou une partie de leur vie, et après ça a eu de lourdes conséquences, par exemple les gueules cassées. Donc c'est très important aujourd'hui de se rappeler de tout ce qu'ils ont donné pour la France. Dans la foule, de nombreux anciens combattants. Parmi eux, André, très ému de participer. J'ai retrouvé les insignes de mon grand-père qui a fait toute la guerre 14-18. Voilà, j'ai regardé ça avant de venir. Son insigne de porte-drapeau après la guerre, sa croix de combattant et puis son insigne de régiment. Voilà, il a tout fait 14-18. Liliane, elle aussi, a tenu à venir en mémoire de sa famille. C'est important pour vous d'être là aujourd'hui ? Oui, beaucoup, parce que j'ai deux grands-pères que je n'ai jamais connus, aussi bien du côté de mon papa que de ma maman. Donc quelque part, ils sont avec vous aujourd'hui ? Ah, beaucoup, oui. Mais de temps en temps aussi, selon les dates d'anniversaire de leur naissance, tout ça. Mais à chaque fois, même quand il y a eu ces cérémonies-là. Mais bon, là, aujourd'hui, il fallait que je le fasse. Beaucoup d'émotions, on vient de le voir. Cette année, l'armistice a pris un tour bien particulier. Une cérémonie saluée par de nombreux Orléanais. À commencer par les enfants des écoles, venus nombreux ce matin. Manon, 7 ans, connaît la Marseillaise par cœur. Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. C'est quoi le 11 novembre, tu le sais ? Il y a la fin de la guerre. Les enfants, leurs parents, les anciens combattants, tous ont rendu hommage aux soldats de la Grande Guerre. Une commémoration qui a pris une ampleur particulière à Briare. Dans cette commune de 5600 personnes, près de 10% des habitants ont participé activement à l'organisation de la cérémonie. Une association locale a même été créée pour l'occasion. Le reportage sur place d'Alain Eudes et Isabelle Racine. Cessez le feu! Les élus, l'harmonie municipale, les pompiers, les enfants des écoles, les anciens combattants, plus quelques centaines de citoyens de la commune, le petit cimetière de Briare avait rarement connu une telle affluence. 5 années de guerre totale prenaient fin. Toute une nation communiait dans une même ferveur. La communion est toujours effective 100 ans plus tard, notamment grâce à l'association Brivodurum qui s'est constituée pour cet anniversaire. Ses descendants de poilus et passionnés d'histoire ont œuvré pendant plus d'1 an pour donner du relief à ce 11 novembre 2018. L'ensemble des costumés, c'est-à-dire adhérents et costumés d'aujourd'hui, ont perdu un membre de leur famille dans ce grand moment. Et c'est le seul moyen qu'on avait pour honorer nos ancêtres. J'ai eu mon grand-père qui était un poilu, mon papa qui était de 1914, donc c'est très important pour moi. Le message qu'on veut faire passer, c'est n'oublions pas. On ne peut plus voir cette cruauté. Et c'est surtout pour ce qu'on voit devant nous là. Ces jeunes, ces gamins, on pense à eux. Et tous les jours, on se dit, on veut les voir avec le sourire. Matin, midi et soir. La transmission étant au cœur du projet de cette commémoration, une exposition dédiée au premier conflit mondial réunit toutes les générations et toutes les bonnes volontés. Ce collectionneur originaire de la commune a procédé à de longs mois de recherche pour permettre à tous de se replonger dans ce début de XXe siècle. Ça m'a permis effectivement de repenser à mes grands-parents, par exemple, parce que mon grand-père avait été gazé sur les champs de bataille, et c'est vrai qu'il n'en parlait pas. Il n'en parlait pas, et ça permet effectivement de raviver cette mémoire de tout ce qui s'est passé sur les champs de bataille ou pendant ces 4 ans. Si j'étais né en 17 à Lagenstadt. Ce fameux devoir de mémoire a pris à Briare une tonalité dont on se souviendra longtemps. L'association Brivodurum projette déjà d'y célébrer en 2024 les 80 ans du débarquement allié de la Seconde Guerre mondiale.
Bonsoir Antoine Pro. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes professeur émérite d'histoire de la Sorbonne, vous êtes spécialiste de la Première Guerre mondiale. On voit la mobilisation qu'il y a autour de cette commémoration. Elle a été mobilisation à tous les niveaux. Vous étiez vous-même ce matin à Paris. 100 ans après, le souvenir reste très fort. Comment vous le percevez en tant qu'historien ? Ce qui est frappant pour un historien, c'est l'ancrage du souvenir de la guerre de 14 dans les familles. Dans le reportage qu'on vient de voir, tout le monde dit, moi, mon grand-père, etc. C'est vivant dans les familles. Et la grande collecte qui a eu lieu, notamment dans le Loiret, montre que les gens ont gardé des lettres, des carnets, etc. Vous avez 20 000 personnes qui ont apporté des documents à la collecte. Et ces lettres qui étaient dans des boîtes de chaussures, elles sont traversées, les déménagements, les successions. On ne sait pas partager la correspondance du père ou du grand-père. Donc vous avez une mémoire familiale qui fait le soubassement. Et autrement, la commémoration de cette année était exceptionnelle parce que c'est un anniversaire. C'est comme quand vous fêtez les anniversaires de vos enfants. Les anniversaires 10, 20, 30 sont plus importants que les autres. Et celui-là, c'est 100. Alors c'est un très grand... Mais la mobilisation, elle a commencé dès 1919. Il y a même une commune qui a fait son monument aux morts en 1916. Le mouvement de construction des monuments aux morts, et il y avait une participation populaire encore beaucoup plus forte, parce que quand c'est votre père, ou votre frère, ou votre fils qui est mort à la guerre de 14, l'émotion est encore beaucoup plus forte. Vous restez avec nous, Antoine Pro. On va continuer avec quelqu'un qui a aussi apporté son témoignage. Il a témoigné du conflit pour la postérité avec son récit Ceux de 14. Maurice Genevoix a gardé tout au long de sa vie le souvenir de cette guerre où il a vu, en tant que lieutenant, tomber les jeunes soldats. Une exposition revient sur le parcours de l'écrivain à Châteauneuf-sur-Loire, une ville où il a, dans son enfance, formé la matrice de son œuvre. C'est un reportage de Pierre Bouchenot et Pierre-Dominique Lepay. Quand on a été dès sa jeunesse, j'avais 23, 24 ans à ce moment, 24 ans, au contact quotidien de la mort, n'est-ce pas? Eh bien, on a compris vraiment avec sa chair, avec ses viscères, que la vie est une chose merveilleuse et qu'elle le reste jusqu'au bout. Ainsi parlait Maurice Genevoix, secrétaire perpétuel de l'Académie française, certes, mais surtout et pour toujours, l'écrivain dont le témoignage, d'abord censuré, puis publié en un recueil, Ceux de 14, aura rendu au plus près ce que fut véritablement la condition des soldats de la Grande Guerre. Il est venu à l'écriture par la guerre, à cause de la guerre, parce que effectivement, on lui en a fait un petit peu le devoir, et on lui a dit, Paul Dupuis, secrétaire général de l'École normale supérieure, qui s'est attaché à Maurice Genevoix par les lettres que Genevoix lui attachait du front, lui a dit « Genevoix, vous êtes revenu, vous en avez le talent, vous devez écrire ». Et c'est comme ça qu'il devient écrivain. Maurice Genevoix devient écrivain en demeurant là où il a grandi, à Châteauneuf-sur-Loire, petite ville en amont d'Orléans, où il apprend à lire et écrire dans une école qui s'appelle l'Asile, Châteauneuf-sur-Loire, où ses parents tenaient boutique. La boutique que tenaient ses parents, qui a été pour lui une formidable... un formidable creuset d'imagination, d'invention et je crois véritablement la source de son intérêt pour le mouvement, pour le travail des artisans, pour la vie finalement des gens modestes. Et il a beaucoup écrit, il a parlé des odeurs, des bruits, des manipulations, du mouvement, des allers et retours, des commis, et ça a véritablement bercé son enfance. Et au bout de la rue coule une rivière, la Loire, centrale dans l'œuvre de l'écrivain comme dans sa vie elle-même. Quand on lit d'ailleurs Genevoix dans toute son œuvre, et notamment dans Rémi Desroches, la Loire est une figure féminine, maternelle. Et pourquoi ? Parce qu'à l'âge de 12 ans, lorsqu'il apprend la mort de sa mère, son père ne s'occupe peut-être pas beaucoup de lui, attristé, trop attristé pour s'occuper de cet enfant. Et c'est auprès de la Loire qu'il se réconforte et qu'il trouve effectivement la force de dépasser ce deuil d'enfant, ce drame d'enfant. 56 ouvrages, ciselés d'une écriture à la fois sobre et poétique, ont pour la plupart le Val-de-Loire et la Sologne pour cadre, dont Raboliau, qui lui valut le Goncourt en 1925. Ancré dans sa région, et donc écrivain régionaliste, Maurice Genevoix ?
Il a toujours récusé cette étiquette parce que je crois que c'est une étiquette qui est incroyablement réductrice. En fait, régionaliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'étiquette que place éventuellement le Parisien sur ce qui n'est pas de Paris. Mais régionaliste, non. Naturaliste, peut-être éventuellement, beaucoup plus. Mais c'est surtout, avant de rentrer dans une étiquette, une personnalité qui était curieuse de tout, amoureuse de tout, de la nature, et aussi de l'harmonie entre l'homme et la nature. Et donc son œuvre, elle n'est pas régionaliste. Elle a pour cadre souvent, effectivement, le Val-de-Loire et la Sologne, mais elle parle de choses qui dépassent largement la simple région. C'est l'histoire de l'homme et de la nature, l'harmonie entre les deux. Après la disparition de l'écrivain, c'est d'abord sa fille, Sylvie Genevoix, qui assure la conservation de son œuvre littéraire, sa correspondance, ses dessins et aquarelles. Puis, après son décès, Bernard Maris, le compagnon de Sylvie, en prend la succession. Avant son assassinat, lors du massacre de Charlie Hebdo, Bernard Maris avait naturellement transmis à son tour cette responsabilité au petit-fils de l'écrivain, Julien Larère-Genevoix. C'est lui qui aujourd'hui a confié le temps d'une exposition ce fonds Maurice Genevoix au musée de la Marine de Châteauneuf-sur-Loire. En contrebas du musée, la grève de sable est encore là, où se promenait, comme souvent Maurice Genevoix, lorsqu'il a pris la signature de l'armistice le 11 novembre 1918. Antoine Pro, Maurice Genevoix va faire son entrée au Panthéon le 11 novembre prochain. Emmanuel Macron, lorsqu'il a annoncé, il a parlé de Maurice Genevoix et ceux de 14, son récit. Qu'est-ce que ça représente? C'est un témoignage, il y a de très nombreux témoignages sur la guerre de 1914. Pour moi, Genevoix est probablement le meilleur côté français. Les romans, enfin les récits de guerre de Maurice Genevoix, que j'ai un peu connus, sont d'une densité, et ils ont une capacité à susciter l'émotion que personne d'autre n'a, à ma connaissance, dans les récits de guerre. Et notamment la capacité à faire sentir la durée d'un bombardement. Vous avez un bombardement dans, je ne sais plus lequel des 5 ouvrages qui ont été réunis sous le titre Ceux de 14, qui dure 80 pages. 80 pages sur un seul bombardement qui dure, il est vrai, plusieurs jours et plusieurs nuits. Mais la texture du texte permet de comprendre et de faire partager le sentiment d'accablement, d'abrutissement et de peur, parce que c'est quand même aussi très, très sanglant. Ça, c'est une qualité littéraire. L'écrivain, c'est pas seulement un témoin qui raconte ce qu'il a vu, c'est quelqu'un qui est capable de faire imaginer parce qu'il écrit, il le fait vivre. Et donc, c'est bon qu'un témoin comme Maurice Genevoix soit panthéonisé, encore que je ne sois pas certain qu'il va être panthéonisé avec sa dépouille proprement dite. J'ai entendu parler de plaques. D'accord. On poursuit avec vous et avec la chronique, c'est vous qui le dites. Cette semaine, ça s'est passé à Semblançay en Indre-et-Loire. Flavien Texier et Pierre-Dominique Lepay vous ont interrogé sur le souvenir de la Grande Guerre. C'est vous qui le dites, et les commémorations du 11 novembre, un siècle après, vous en pensez quoi? On vous donne la parole. Le centenaire de l'armistice, ça vous inspire quoi? Tout d'abord, ça m'inspire mon grand-père, mes 2 grands-pères. Mais un tout particulièrement, c'est Gabriel Mathurin, qui était au 174e régiment d'infanterie. Du respect. Du respect pour tous ces jeunes qui ont combattu l'armistice. Chaque guerre a laissé à la fois son tribut de souffrance, mais nous a apporté la liberté et la paix. Donc il est important que les générations soient conscientes, et d'ailleurs même les adultes, que la paix, elle se conquiert parfois. Les généraux allemands et alliés se sont réunis ce jour-là. Savez-vous où? Oui. Ça, c'est une question pour le prof. Ils se sont réunis dans un wagon dans la forêt de Compiègne à Redon. Ça s'est terminé. Tous nos anciens avaient dit c'est la der des der. On s'arrêtera là et il ne pourra plus y avoir de guerre aussi horrible. Il y en a eu une seconde et puis qu'actuellement il y a des conflits qui se déroulent un petit peu partout. Donc il faut que nous nous rendions compte que la guerre nous menace continuellement. Merci à vous. Je crois que ça s'est bien passé finalement. Je suis pas sûre. Pour quelqu'un qui avait peur. J'ai été court, hein.
Antoine Pro, votre réaction sur ce que vient de dire cet homme, la Der des Der. Évidemment, il y en a eu un autre conflit mondial derrière. Avec votre regard d'historien, la montée des populismes qu'on voit aujourd'hui dans le monde entier, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire des inquiétudes. Je ne pense pas qu'on revoie une guerre, mais on est dans des formes de nationalisme qui ont des prédécesseurs avant 1914. Non, ce que dit là l'une des personnes interrogées est tout à fait vrai. L'Europe sort de la guerre de 14, pas tout de suite, difficilement. Mais moi, ce qui me frappe dans les réactions qu'on a vues, c'est que c'est la fin de la guerre. Mais il manque deux choses. D'abord, c'est pas vrai que c'est la fin de la guerre. Il y a encore des quantités de gens qui s'entretuent. C'est la guerre civile en Russie, c'est les problèmes entre les Chypres et les Grecs et les Turcs en Anatolie, c'est la Serbie. Bon, le monde est à feu et à sang, et il va rester à feu et à sang pratiquement jusqu'en 1923. Donc c'est pas la fin de la guerre, c'est la fin de la guerre pour nous, Français et Allemands. Mais cette guerre est une guerre mondiale. Donc ça intéresse aussi les autres. Et je suis frappé de voir que dans la commémoration, c'est présent dans le discours du président de la République, mais dans les témoignages qu'on a, et c'était déjà vrai d'ailleurs auparavant, c'est avant tout la France et l'Allemagne. On voit la France et l'Allemagne. Mais l'armistice, il est conclu dans les conditions d'armistice. Il y a déjà implicitement la création d'une Pologne, la création d'une Tchécoslovaquie, d'une Yougoslavie qui ira jusqu'à l'Adriatique, jusqu'à la mer. Il y a déjà une réorganisation de l'Anatolie, de la Turquie. Donc c'est mondial. Et puis, d'autre part, je trouve que on met l'accent beaucoup sur les victimes, sur le sang, et c'est vrai que c'est une catastrophe absolument monstrueuse. C'est la mort de masse, c'est 10 millions de soldats tués. Mais c'est aussi une tentative pour organiser la paix. Organiser la paix avec une diplomatie ouverte, et non pas une diplomatie secrète. Et puis une société des nations, c'est-à-dire un endroit où on va pouvoir discuter, quand on n'est pas d'accord, discuter avant de se battre.